Alors, on va explorer les stéréotypes, oui, mais beaucoup plus le phénomène de menace de stéréotypes. Donc, pour pouvoir comprendre c'est quoi ce phénomène-là, on va explorer très rapidement des liens entre les stéréotypes et les préjugés pour démêler ça un peu dans notre tête. Des fois, les gens l'utilisent comme si c'était des synonymes, comme si c'était interchangeable, puis c'est pas tout à fait le cas. On va regarder ça ensemble. On va regarder tous ces éléments-là pour se donner aussi une conception écosystémique du bien-être et de la résilience, parce que c'est bien pour ça qu'on est toutes et tous ensemble aujourd'hui à ce beau congrès de la SELF-là. C'est parce que le bien-être de nos élèves nous tient à cœur, notre bien-être nous tient à cœur, comme ça devrait être le cas, et le bien-être de nos collègues, de nos collectivités nous tient à cœur, et on sait que la résilience fait partie de ce phénomène-là, d'être dans bonne santé en général et de vivre un bien-être. On va explorer ça ensemble on va terminer en vous offrant des idées pour contrer ce phénomène-là de la menace du stéréotype et vraiment de favoriser le bien-être de tous nos élèves et de nos collègues et de nous-mêmes dans nos belles écoles de langue française au pays. Pour parler de stéréotypes, j'avais envie de vous parler un petit peu d'où ça vient ce mot-là, parce que je trouve qu'il en dit beaucoup. Peut-être que vous le saviez déjà que la stéréotypie, c'est vraiment un processus d'imprimerie. Alors, ce qu'on faisait, c'est que on gravait. Il y a différentes méthodes. Des fois, c'est sur du bois, des fois, c'est sur du métal. Il y a différents substrats. Et ils sculptaient des plaques avec tous les mots, les dessins, toutes les décorations. Et là, on collait le papier et on faisait l'impression comme ça. Donc, les copies, c'est pour pouvoir faire des copies de textes ou de dessins en grande quantité. Ces plaques gravées-là, comme vous voyez à l'écran, j'en ai mis un petit exemple d'un musée, là. On les appelait des clichés typographiques, ou on les appelait les stéréotypes. Alors déjà, peut-être il y a plein d'images qu'il y a dans votre tête, je l'espère, pour dire « Ah, OK, oui, ça a un sens. » Donc, et une autre caractéristique, c'est que en utilisant cette méthodologie-là, cette technique-là, ça faisait des copies qui n'étaient pas vraiment de bonne qualité non plus. Et quand on regarde cette origine-là, l'origine du mot, on voit tout de suite que ça a comme quelque chose de déshumanisant qui dit quand on en a connu une de ces copies-là, on les a tous connues. Et c'est ça qui est vraiment l'élément de base qui est problématique dans les stéréotypes. C'est la fausse idée qu'on connaît quelque chose, qu'on l'a déjà vu, qu'on sait déjà c'est quoi. Et c'est ça, notre cerveau, notre cher cerveau est le produit d'une évolution merveilleuse, mais quand on se regarde, on voit qu'on n'a pas on n'a pas des grands crocs, on n'a pas des grosses carapaces bien vraiment très dures ou des grandes griffes qui nous permettent de nous défendre. C'est vraiment la vitesse de notre pensée qui a permis la survie de notre espèce. Et ça veut dire qu'il y a une partie de notre cerveau qui est faite pour tirer des conclusions rapidement, pas se poser de questions pour qu'on puisse déguerpir, savoir comment réagir et rester en vie. Alors ça, c'était merveilleux à l'époque préhistorique. Mais à notre époque si complexe, ça nous cause des problèmes. Et un de ces problèmes-là, c'est le stéréotype. Alors, Walter Lippmann, en 1922, était le premier à appliquer ce mot-là ou cette idée-là qui existait dans l'imprimerie pour essayer de parler de la façon dont on peut penser parfois. Et une des raisons pour laquelle il avait choisi cette image-là ou cette métaphore-là, c'est pour parler de la nature figée et même endurcie
donc difficile à changer d'idées associées à certaines catégories de personnes. Et quand on parle des catégories de personnes, ça peut être, on peut parler de femmes, on peut parler de personnes à la peau de couleurs différentes, on pouvait parler aussi de personnes de différentes professions, de différentes strates socio-économiques. Donc, les catégories de personnes peuvent être différentes, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des clichés, des idées toutes faites qui sont associées à ces catégories-là et qui flottent un peu dans l'air du temps et qu'on absorbe souvent sans trop vraiment s'en rendre compte. Lippmann, c'était bien avant l'essor des neurosciences, mais il avait déjà compris que le recours aux stéréotypes, c'était pour faire une économie de la pensée, mais que quand on est dans l'économie de la pensée, il faut faire bien attention parce que des fois, c'est vraiment très mal appliqué, ça peut faire beaucoup de tort. Et il le précisait que quand il s'agit d'apprendre à connaître les gens, il n'y a vraiment pas de raccourci. Il faut apprendre, il faut se côtoyer, il faut se parler, il faut s'écouter et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Et n'importe quel autre truc qui nous fait penser que ça peut être autrement, c'est pas vraiment vrai. J'ai fait beaucoup de formations au fil du temps dans des compétences interculturelles et une question qu'on m'a souvent posée au fil des années avec plein de bonnes intentions, c'est Nathalie, comment je m'y prends avec les élèves d'Haïti, par exemple, ou comment je m'y prends avec des élèves musulmans. Et c'est avec plein de bonnes intentions pour apprendre comment faire, mais des fois, quand on pose cette question-là, de cette manière-là, on ne se rend pas compte que c'est comme une invitation à se créer des stéréotypes plus raffinés. Alors, il y a plein de pièges autour de ça et on va explorer ça un peu ensemble. Donc, c'est ça, des images identitaires qui sont sursimplifiées et figées, puis qui généralisent des caractéristiques de certains individus à un groupe sociodémographique en entier. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être différents groupes. En tant que francophone, en contexte minoritaire, on peut avoir été soi-même là, ou des gens dans notre famille, connaître c'est quoi vivre les stéréotypes en tant que francophone dans certains contextes aussi. Alors, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à différents groupes de personnes. Et ce qui est vraiment important, c'est que quand on a les stéréotypes, ça donne l'impression de connaître quelque chose d'une personne alors que ce n'est pas le cas. Et ça, je sais que je me répète, mais je prends le temps de le répéter parce que c'est quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau et quand notre cerveau a l'impression d'avoir compris, il y a comme une sorte de sentiment de confiance qui s'installe, le sentiment de doute, le sentiment d'ambiguïté, le sentiment de ne pas trop savoir, c'est quelque chose qu'on n'aime pas comme sensation. Mais si on veut être efficace dans ce domaine-ci, c'est important d'apprivoiser ces sensations-là parce que c'est comme ça qu'on échappe à la nature figée là, de la pensée à laquelle Lippmann faisait référence. Et attention, les clichés peuvent offrir des représentations évidemment négatives, mais ils peuvent offrir des représentations qu'on peut supposer positives aussi. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça peut faire du tort à nos élèves et à nous-mêmes et à nos collègues. Je voulais juste rapidement regarder les stéréotypes et les préjugés. J'ai pensé qu'en vous expliquant un peu un scénario, on pourrait voir le lien entre les différents éléments. Je pense par exemple à un parent qui va rencontrer le personnel enseignant responsable de son fils inscrit en 2e année. Alors, lorsque cette personne-là se rend compte que l'enseignant titulaire est un homme, la personne est étonnée. Elle est étonnée.
statistiquement parlant, c'est vrai que c'est moins commun d'avoir des hommes qui enseignent en deuxième année. Alors là, tout d'un coup, le parent se demande, « Ah, est-ce qu'il est gay? » Alors là, on est en train de parler d'un stéréotype parce que c'est une idée toute faite, souvent attribuée aux hommes qui enseignent à l'élémentaire ou qui travaillent avec les jeunes, les enfants plus jeunes. Donc là l'idée qui m'est venue comme ça, je ne l'ai pas juste inventée sur le coup, c'est quelque chose qui, comme je disais, qui flotte un peu dans l'air du temps. Et là, la personne, tout d'un coup, s'inquiète. Elle s'inquiète. « Ah, mais là, s'il est gay, ce ne sera pas un modèle approprié pour mon garçon, ça, cet homme-là. » Alors là, c'est là, vous voyez qu'on a la notion de préjugé qui entre en ligne de compte parce que là, on a eu le stéréotype, puis là, il s'était lié à une de mes valeurs, mes perceptions, mes croyances sur le monde. Et là, j'ai posé un jugement par rapport à qui est cette personne-là, par rapport à ses compétences, par rapport à quelle sorte de personne il peut être dans la vie de mon enfant. Puis je connais absolument rien de lui, je ne connais rien à rien. Il y a aucune étude scientifique non plus qui appuie, qui me permet de tirer ces conclusions-là. Alors, vous voyez là un peu comment ça progresse d'une observation, qui peut être une observation basée sur des statistiques, qui est associée tout d'un coup, qui est connectée à un stéréotype, et là, qui passe à un lien avec mes jugements personnels, mes valeurs, mes croyances, et qui devient un préjugé et qui crée un obstacle à une personne. Donc, j'ai fait exprès pour choisir un exemple ici d'un parent vis-à-vis un membre du personnel enseignant, parce que les phénomènes dont on va parler aujourd'hui, ça s'applique dans tous les sens et à tous les âges. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont, par exemple, des directions d'école et qui doivent être superviseurs de membres de votre personnel. Eux, ils peuvent se trouver dans ce genre de situation-là. Et c'est important d'être au courant de ça aussi parce que en voulant travailler, protéger, soutenir le bien-être de notre personnel à l'école aussi, c'est important d'être au courant de ce phénomène-là. Et c'est là que je voulais parler de la menace du stéréotype. Bon, c'est un phénomène qui a été décrit, étudié par un monsieur qui s'appelait Claude Steele et un autre qui s'appelait Joshua Aronson. Comme vous voyez, c'était en 1995, donc ça fait quand même un certain temps qu'il y a des études qui portent là-dessus et qui, au fil, là, depuis 1995, qui confirment à nouveau et nouveau et de nouveau ce qu'ils ont observé, et cela dans différents contextes, mais c'est juste qu'on n'en parle pas encore beaucoup. L'effet de menace du stéréotype, ça occasionne le plus souvent une baisse de performance d'un individu parce que la personne a craint de confirmer un stéréotype négatif ciblant les compétences de son groupe d'appartenance dans un domaine donné. Alors, on va regarder un petit peu plus proche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Lucie, est-ce que ça va? Est-ce que les gens ont des questions jusqu'à présent? Ou? Non, les gens trouvent ça intéressant. Là, j'ai ce commentaire-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. OK, parfait. Merci. Alors, une des premières études qui décelait ce phénomène-là, c'était une expérimentation faite avec des jeunes étudiants noirs sur des tests de compétences verbales. Et la situation expérimentale leur communiquait que leur rendement sur ce test-là était directement lié à leur niveau d'intelligence. Et le stéréotype en jeu touchait le niveau d'intelligence supposément inférieur des personnes noires. L'évocation du stéréotype a été suffisante pour affecter le niveau de rendement des jeunes dans cette expérimentation-là. Mais quand on ne mentionnait pas qu'il y avait, quand on faisait le test, qu'il y avait un lien avec l'intelligence,
l'effet n'était pas observable dans la situation de contrôle. Quand on faisait aussi, il y avait les situations de contrôle avec des élèves noirs, il y avait des situations de contrôle avec des élèves blancs où on ne posait pas ce genre de questions-là. Et on voyait vraiment qu'il y avait un effet différencié. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons d'un petit peu plus près. Mais en fait, avant de regarder un petit peu plus près, ça a l'air bizarre, hein. On dit, OK, mais ça, le stéréotype qui dit que les personnes noires sont d'un niveau d'intelligence inférieur. Voyons donc, c'est des affaires qui datent là, d'un siècle passé. Ça n'existe plus, ces affaires-là. Je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles de cette semaine. J'ai ajouté ça hier soir à ma présentation. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris sur le site de Radio-Canada Sport. Avant hier, donc c'était le 20 octobre, avant hier, la Ligue nationale de football a laissé tomber des critères qui pénalisaient les Noirs lorsqu'il était question des indemnisations des joueurs retraités victimes de commotion cérébrale. C'est-à-dire qu'on utilisait des standards par rapport à la supposée intelligence des personnes qui montraient que si, par exemple, je vais caricaturer, là, mais juste pour simplifier, pour qu'on comprenne. Si, par exemple, c'est supposé que la force de l'intelligence d'une personne blanche, c'est 60%. Et là, si tu descends à 30%, là, ça veut dire que tu as un signe de commotion cérébrale et tu vas avoir une compensation. Mais si le standard disait que pour les hommes noirs, que la force d'intelligence était à 40% au départ, bien là, si tu es rendu à 30%, il n'y a pas eu vraiment une grosse différence. Il faudrait que ta performance baisse davantage pour qu'on puisse démontrer qu'il y a vraiment eu un effet de commotion cérébrale. Donc, c'est vraiment extrêmement choquant de penser à ça et de dire que c'est en pratique. L'entente tentative vient juste d'être atteinte cette semaine et c'est même pas encore réglé cette affaire-là. Donc, c'est basé sur aucune véritable compréhension scientifique de la chose. C'est pour dire que quand on parle de stéréotypes, et l'impact que ça peut avoir sur notre manière de structurer les systèmes, de faire les choses, c'est vraiment, c'est vrai de vrai. C'est pas juste dans la tête des gens, là. Alors, dans les situations expérimentales à l'école, ils ont regardé avec les plus jeunes, est-ce que ça tient aussi? Alors, dans une expérimentation, ils avaient pris des élèves d'un groupe ethnoculturel minoritaire, ils leur ont fait compléter un test et à un groupe, ils ont dit ils leur ont rappelé leur ethnicité juste avant le test. Dans l'autre, ils leur ont rappelé cette ethnicité-là juste après le test. Et vous voyez là que c'est une différence considérable par rapport l'un à l'autre. L'effet qu'il y a, c'est un effet instantané. Pour vous montrer aussi que c'est vraiment la force du stéréotype qui se passe, dans une autre étude, on a pris des filles d'ascendance asiatique, ils leur ont fait faire des tests de maths, et là, lorsqu'on leur rappelait leur ascendance ethnique avant le test, ce groupe-là, leur score augmentait. Pourquoi? Le stéréotype dit que les personnes asiatiques sont meilleures en maths. Et lorsqu'on leur rappelle leur genre, leur score diminuait parce que là, on dit que les filles ne sont pas bonnes en maths. Alors, vous voyez, c'est pour montrer qu'il y avait vraiment un lien avec le stéréotype. Là, c'est sûr que je fais une petite présentation de 45 minutes, puis ça va vite, vite, vite. Là, je vous explique les choses rapidement, mais j'espère que ça va piquer suffisamment votre curiosité pour aller explorer ces affaires-là davantage. Alors, la menace du stéréotype a été documentée dans une multitude de contextes, que ce soit les sports, y compris les sports d'élite avec des adultes, les filles en mathématiques, les hommes noirs en milieu universitaire, les femmes ingénieurs,
les personnes âgées lors d'évaluation des facultés cognitives, les personnes en situation de surpoids et la relation avec la nourriture. Ça, c'est juste un petit échantillon des éléments qui ont été explorés dans les 20 dernières années. L'effet, donc, se reproduit de nouveau et de nouveau. Il suffit qu'il y ait eu un stéréotype en jeu. Là, ce qui est important pour nous aussi, c'est que l'effet, il semble surgir particulièrement dans le cadre du processus de prise de conscience identitaire. Alors, à la self, c'est vraiment important quand on pense à notre construction identitaire, mais la construction identitaire francophone, elle se construit dans un milieu et un milieu particulier. Et nos caractéristiques personnelles et sociodémographiques ont une interaction avec tout ça. C'est important qu'on puisse y penser en ces termes-là. Ça se passe à l'âge scolaire. Généralement, ça commence à se faire ressentir vers la 6e année, mais pour certains enfants, surtout les enfants qui se trouvent vraiment avec une caractéristique particulièrement minoritaire dans leur contexte, ça peut facilement commencer beaucoup plus jeune que ça et ça a tendance à perdurer. Les effets documentés dans les études documentent, comme vous voyez, là, des personnes adultes, des personnes âgées, donc ça peut s'installer à l'enfance et continuer là, toute une vie. Alors, comment ça marche? Pourquoi il y a cette menace-là? Bien, la personne est en train de se demander, ça peut être consciemment ou inconsciemment, si elle est en train de confirmer, oh mon Dieu, peut-être que c'est vrai, ce stéréotype-là, finalement, peut-être que c'est vrai, là, je suis une fille, j'essaie de faire des maths, puis je sais pas ce que... Je suis en train de perdre mon temps, c'est vrai que les filles sont pas capables. Ou peut-être que je me demande, je suis en train de me demander, OK, cette personne-là qui m'observe, est-ce qu'elle pense que je suis en train de me comporter comme le stéréotype? Alors, c'est une expérience qui est très commune dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vivent ce genre de discours-là intérieur à répétition, jour après jour ou d'une période à l'autre dans une journée et ça fait un stress chronique. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est qu'il n'est même pas nécessaire qu'on croie aux stéréotypes pour que cet effet-là ait lieu. C'est seulement nécessaire que je connaisse qu'il y a un stéréotype comme ça qui existe au sujet d'un aspect de ma personne et que mon rendement ou ma performance dans la situation me tienne à cœur. Alors, le plus que je veux réussir, le plus que je veux bien faire, le plus que je suis à risque de la menace du stéréotype. Alors, la menace du stéréotype, cette petite part de pensée, de préoccupation supplémentaire, c'est vraiment, on peut le voir, c'est une charge cognitive et affective supplémentaire. Ça a non seulement un effet sur le rendement observé, mais aussi sur la motivation à s'améliorer, sur la volonté de persister, de persévérer, sur le processus de développement identitaire, sur le sentiment d'appartenance, sur la capacité à entrer en relation avec les gens autour de nous, sur la capacité à faire confiance aux gens autour de nous, sur la manifestation d'agressivité, souvent par une réaction défensive, là, parce qu'on n'en peut plus, et le stress toxique et la santé mentale. Alors, vous voyez que tous ces éléments-là sont vraiment ont une incidence directe sur une expérience de bien-être qu'une personne peut avoir. Alors, ce poids-là du stéréotype, d'avoir la sensation d'avoir à prouver qu'on n'est pas comme ça, nous, d'avoir à se défaire de cette réputation ou d'être la première fille à faire telle chose qui doit prouver que c'est pas vrai que les filles sont pas bonnes à, ou d'être la première personne noire à occuper ce poste-là, puis d'avoir à prouver que c'est pas vrai que je suis comme ça. Vous comprenez, on pourrait passer toute la liste. Si je suis la première ou le premier à occuper ou à faire telle chose, c'est comme si le poids du stéréotype, il est au stéroïde, là, ça y va encore plus fort. Puis ça se peut que dans votre classe, que j'ai réussi à prouver que je suis pas comme le stéréotype.
Mais là, ça se peut qu'à ma prochaine classe, je sois avec quelqu'un qui, je ne suis pas encore certaine s'il l'ait compris, puis que dans ma journée à l'école, je vive quand même ce stress-là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui a des effets cumulatifs et ça a des effets sur la santé et ça entraîne une sorte d'usure physiologique qui est associée à la maladie et à la mort prématurée. On a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus et moi, je suis convaincue que dans les années, les décennies à venir, on va avoir de plus en plus de recherches qui vont nous montrer jusqu'à quel point là, c'est néfaste tout ça. J'ai créé une petite affiche, une infographie qui parle d'une conception écosystémique du bien-être et de la résilience pour essayer d'expliquer pourquoi ça pourrait être le cas. Alors, j'ai fait ça comme un étang. Vous voyez que j'ai mis là les petites fleurs, les petits lotus, je les ai mis comme des personnes. Alors, quand une personne, elle vit dans les écosystèmes comme ça, je l'ai mis comme une fleur ancrée, c'est qu'elle ne peut pas se soutirer de son contexte. Elle ne peut pas s'enlever de son écosystème. Là, c'est comme, je l'ai appelé des enveloppes. C'est des couches autour de nous. C'est basé sur je me suis inspirée des travaux de Bronfenbrenner, puis des études neuroscientifiques plus récentes pour construire ça. Et je l'ai fait dans un étang où vous voyez, là, il y a différentes couches. Il y a du bleu, puis un bleu un petit peu plus foncé, puis un bleu un petit peu plus foncé encore, puis après ça, la terre au fond, pour un peu montrer que ce sont des couches, oui, mais sont toutes interreliées. C'est pas vrai qu'il y a une chose qui peut juste rester dans une catégorie ou dans l'autre catégorie. Donc, en principe, quand on regarde l'enveloppe affective, on peut voir des liens entre l'individu et l'école, par exemple, et dans l'enveloppe sociale, on peut voir des liens entre la famille et l'école. Mais il y a toutes ces couches-là qui entrent en ligne de compte dans ce qui se passe à l'école aussi. Vous voyez que j'ai placé un petit baril à la gauche de déchets toxiques pour dire que ça peut être quelque chose qui sort de l'histoire, des choses historiques. Les stéréotypes, souvent, ça nous vient de loin, des conceptions historiques. Mais c'est comme si le bidon, il est encore là, puis tranquillement, il s'écoule dans l'étang, puis il empoisonne l'étang. Et si je le regarde avec mes yeux, je ne le verrai pas. Puis quand je regarde l'étang d'en haut, ça a l'air d'un bel étang tout propre, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même ce poison-là. Puis ce poison-là, il va affecter différentes personnes différemment. Fait que la prochaine fois que vous entendrez parler de racisme systémique, par exemple, je vous inviterai à penser à cette image-ci. De penser que c'est comme un poison qui s'est répandu dans un système. C'est pas parce que c'est pas associé à nos décisions particulières. Là. Comme, là, on est en train de parler de menaces du stéréotype, mais vous voyez qu'il y a comme personne là, qui a décidé tout haut de dire « Ah, toi, t'es un méchant, t'es un ci ou toi, t'es pas capable. » C'est juste qu'on a absorbé, ce qu'on a intériorisé, puis ce qu'on pense, peut-être que la personne, elle pense ça de nous, peut-être non, mais comment je vais faire pour savoir? C'est vraiment quelque chose de complexe, mais j'espère qu'avec ce petit napperon-là, ce petite infographie-là, ça vous donnera des référents pour avoir des conversations avec vos collègues, pour réfléchir, puis aussi de me contacter, puis d'échanger avec moi là-dessus aussi pour qu'on puisse réfléchir à ça, puis voir comment on peut
avoir cette conception écosystémique-là du bien-être et de la résilience dans nos systèmes scolaires francophones, dans nos communautés francophones, pour que tout le monde, pour qu'on puisse tous sentir qu'on a notre place et vraiment s'épanouir. Alors là, j'ai mis aussi le bidon de déchets toxiques parce que ça nous rappelle que juste dire que l'étang, il est beau, puis les grenouilles sont belles, puis c'est le fun, que je suis contente qu'il y ait toutes sortes de poissons, ça ne va pas enlever le bidon. C'est important que je trouve un moyen d'enlever ou du moins de neutraliser le poison. Sinon, ça va rendre malade, ça va tuer des personnes à long terme. C'est l'image là, que j'aimais là. Et comme en regardant les petites évocations scientifiques que j'ai faites auparavant, vous voyez que ce n'est pas vraiment une exagération d'y penser comme ça. Donc, disons qu'on pense à notre étang, là, il y a le poison. Dans notre cas, on est en train de penser le poison, c'est des stéréotypes. Ça peut être bien d'autres affaires dans l'infographie, là, mais là, pour nous, aujourd'hui, dans notre conversation, on va se dire que ce sont des stéréotypes qui sont les poisons qui sortent de ce bidon-là de déchets toxiques. Là, comment qu'on va faire pour essayer de neutraliser ce poison-là pour que nos collègues, nos élèves, nos collectivités là, n'aient pas à gober, à absorber ce poison-là? Alors, j'ai quelques idées pour vous. Vous voyez, j'ai ma petite viale sur chacune des idées. Là, vous verrez que ce n'est pas nécessairement des choses très, très compliquées, mais il n'y a aucune de ces choses-là qui peut être efficace seule. Il faut trouver des combinaisons de plusieurs choses à la fois. Alors, excusez-moi. Une des choses qu'on peut faire, c'est de tenir compte qu'il y a des affinités entre une mentalité fixe. On a beaucoup parlé ces dernières années là, de la mentalité fixe et la mentalité de croissance de Dweck. Qu'il y a comme une affinité entre la mentalité fixe, disons que c'est tout décidé à l'avance, il y en a des intelligents, puis il y en a des pas intelligents, par exemple, et les images figées que sont les stéréotypes. Il y a vraiment comme une connexion entre les deux. Et là, on comprend que on doit comprendre aussi que la puissance du stéréotype dans la vie des gens qui doivent composer avec ces stéréotypes-là, c'est qu'il enlève le droit à l'erreur. Parce que là, si tu fais une erreur puis tu montres que tu n'es pas capable de ci ou tu as mal fait ça, là, c'est comme si tout d'un coup, tu confirmais « Ah, c'est vrai que les X sont pas bons à ci » ou « Ah, c'est vrai que les X sont pas capables de ça. » Puis c'est ça que c'est la menace du stéréotype. Donc, ça a l'effet d'enlever le droit à l'erreur. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment cultiver activement, proactivement et de manière soutenue une mentalité de croissance. Là, vous allez me dire, oui, mais Nathalie, c'est bon pour tout le monde, ça. En effet, c'est bon pour tout le monde, mais ça va être crucial pour certains. Et il y a aussi un petit twist, là, une petite affaire de plus qui est nécessaire quand je veux parler pour vraiment utiliser la mentalité de croissance pour contrer la menace du stéréotype, c'est que je dois soutenir cette action, donc mon travail au niveau de la mentalité de croissance, par des prises de position publiques qui contrent les croyances véhiculées par les stéréotypes. Parce que là, si je dis oui, blablabla, je fais mon petite affaire, mon petit discours en classe de la mentalité de croissance, l'élève, il peut se dire « Ah oui, mais ça s'applique pas à moi. » Ou peut-être que « Ah oui, mais c'est un homme, il dit ça aux garçons, mais il pense pas vraiment ça pour les filles. » Ou « Ah oui, mais elle, c'est une madame blanche, puis moi, je suis noire, puis elle dit juste ça, elle pense pas vraiment ça pour moi. » C'est vraiment important que notre discours, c'est aussi allié à des actions observables à l'école pour que les gens disent « Ah, mais c'est vrai, elle pense vraiment ça, il pense vraiment ça. » Puis là, peut-être qu'ils peuvent avoir un lien de confiance par rapport à ce qu'on est en train de dire, puis qu'ils vont nous croire, puis ils vont absorber cet antipoison-là qu'on essaie d'administrer. Un autre, ça peut être
rassurer les élèves que les efforts à déployer pour réussir, quand il faut qu'on travaille fort, qu'on essaie ou qu'on échoue au début, c'est pas un signe qu'on sera pas capable de le faire. Ça, c'est classique dans la mentalité de croissance, mais c'est particulièrement important pour quelqu'un qui est aux prises avec la menace du stéréotype, parce que là, la personne, et peut-être d'autres personnes qui observent aussi, vont penser que, oh, regarde, ça confirme qu'ils sont pas capables. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment exprès pour essayer de contrer ça. On peut parler aux élèves du phénomène de menace de stéréotype, dépendant de quel âge ils sont, puis comment ça fonctionne, puis de leur dire spécifiquement qu'on va travailler ensemble pour apprendre comment on ne tombe pas dans ce piège-là, puis comment avoir des milieux où tout le monde peut vraiment s'épanouir, puis qu'on ne soit pas atteint de ce poison-là. Il y a Rita Pierson, qui est une enseignante américaine, puis elle, là, je vous ai fait une petite traduction libre, là, mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle travaillait dans un milieu très défavorisé. Moi, j'ai travaillé dans un milieu très défavorisé aussi, là, au courant de ma carrière. Puis, elle avait comme un mantra qu'elle répétait avec ses élèves. I am somebody. Je suis quelqu'un et je le sais. J'étais déjà quelqu'un lorsque je suis arrivée en classe. Je serai une encore meilleure quelqu'un quand je quitterai cette classe. Je suis forte et j'ai en moi encore bien des richesses à découvrir. Je mérite l'éducation que je reçois ici. J'ai des choses à faire, des personnes à impressionner et une multitude de choses à accomplir. Alors, vous pouvez en faire un qui est de votre style. C'est quelque chose qui fait du bien à tous nos élèves, mais trouver un moyen que chaque personne sente qu'ils ont vraiment leur place là, parce que une des choses qui vient de la menace du stéréotype, c'est de vraiment avoir la sensation d'être un imposteur, puis de pas vraiment, c'est pas vrai qu'on veut de nous là. Alors, c'est important de le contrer. Nathalie, Oui. est-ce que, pour répondre à la question de Clémentine, est-ce que tu aurais des recommandations de ressources ou de lectures pour approfondir le sujet? Il resterait peut-être 2-3 minutes. Oui, alors vous voyez que j'ai d'autres idées à vous offrir. Donc ça, c'est quelque chose, vous allez recevoir la copie PDF de la présentation, vous pourrez le voir. Et Clémentine, tu peux voir à la fin, j'ai mis ici et là, les recherches scientifiques auxquelles je me suis référée. J'aime beaucoup aller voir les sources primaires pour voir les recherches. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de matériel en français qui traite de ces questions-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de vous parler de ça en français aujourd'hui. Peut-être que ce que je vais faire, c'est m'assurer qu'il y a à l'écran mon nom, mon adresse courriel, mon adresse Twitter. Là, je suis en train de monter un site web aussi où je partagerai des ressources le plus possible, des ressources gratuites en français pour qu'on puisse avoir ces conversations-là et ces explorations-là ensemble.